Salut à tous, on se retrouve en extérieur aujourd'hui pour cette nouvelle FAQ. Donc il n'y a pas eu beaucoup de questions, donc la vidéo sera pas trop longue je pense. Elle sera divisée en 3 parties. Donc dans la première partie qu'on va faire ici dans ce sanctuaire, je répondrai à vos questions sur YouTube, sur ma chaîne, sur comment je fais mes vidéos, notamment le petit journal, et sur l'avenir de la chaîne. Et pour la deuxième partie, on se déplacera, on ira au Yokohama English Garden. On essaiera de se caler dans un coin sur une table à l'ombre. J'espère qu'il n'y aura pas trop de cigales, mais bon, ici il y a la voie ferrée, donc ça fait pas mal de bruit aussi. Et donc dans cette deuxième partie, je répondrai à vos questions sur ma vie au Japon et sur mes expériences ici, et notamment sur comment ça se passe pour mon fils, qui est, comme vous le savez, métis, sa mère étant japonaise. Et enfin, pour la troisième partie, je répondrai aux questions que vous m'avez posées sur la société japonaise en général. Donc j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Alors voilà pour le programme. Maintenant, pour commencer avec cette première partie avec les questions sur YouTube, on commence par une question du petit breton qui m'a demandé comment je préparais mon petit journal. Est-ce que je faisais ça petit à petit ou est-ce que je faisais ça une fois par semaine? Et aussi, est-ce que je consultais ma femme ou ma belle famille pour faire ce journal? Alors, pour commencer avec la femme et la belle famille, eh bien ma femme sait vaguement que je fais un journal sur le Japon, mais elle ne sait pas exactement de quoi je parle, donc je la consulte jamais. De temps en temps, je demande à ma belle-mère son avis sur un sujet, mais c'est assez rare. En général, quand je consulte des Japonais, c'est plutôt mes élèves que j'ai soit dans les cafés, soit à l'école. Et donc, je leur demande leur opinion et ce qu'ils pensent de ce qui se passe. Voilà. Et de temps en temps, je vous en parle dans le petit journal. Ensuite, concernant la façon de faire, eh bien, je fais ça un petit peu au fur et à mesure dans la semaine. Lundi, mardi, mercredi, en général, je repère des articles intéressants, je les enregistre et en général, vers mercredi soir ou jeudi, eh bien, je commence à écrire le script. Ça me prend pas mal de temps. Et puis vendredi soir, je relis le script, je le modifie et en général, samedi soir, je filme et dimanche soir, après que mon fils aille au lit, eh bien, je fais le montage. Pour rester un peu dans le même thème, Ludovic me demande du coup combien de temps ça me prend pour faire ce petit journal. Alors, je ne vais pas compter le temps de lecture des articles, parce qu'il y a des articles que je lis mais que je ne retiens pas. Donc on va dire que pour écrire le script, donc je lis plusieurs articles sur une même actualité et je les organise, je les réarrange et ensuite je relis le script pour le rendre plus naturel, pour le modifier. Je bosse pas mal pour les transitions, vous le savez aussi. Et donc on va dire que pour l'écriture, ça me prend entre 5 et 10 heures, on va dire, maximum. Alors je sais, je suis long, mais je fais ça entre mes cours ou le soir après le travail. Donc je ne suis pas toujours très efficace et j'ai pas toujours 3-4 heures d'affilée à consacrer justement à l'écriture de ce script. Concernant le tournage, eh bien, ça me prend 1 heure, 1 heure et demie maximum maintenant le soir, le samedi soir en général, ou quand je suis trop fatigué ou que j'ai autre chose à faire, eh bien, je fais ça le dimanche matin. Et pour le montage, ça me prend en général 4 ou 5 heures, on va dire, dimanche soir. Donc après, il faut mettre la vidéo en ligne, il y a aussi la vignette. YouTube fait des vérifications, donc souvent quand je mets la vidéo en ligne, je dois attendre encore 1 heure par exemple pour que la vidéo soit autorisée et validée. Donc voilà, c'est pour ça que souvent le dimanche soir, je me couche assez tard, vers 1 heure ou 2 heures du matin. Voilà, donc je dirais qu'au total, pour faire une vidéo du petit journal, ça me prend entre 15 et 20 heures maximum. Allez, on va dire 15 heures en moyenne. Dernière question sur le petit journal, Véronique me demande comment j'ai eu l'idée de faire ce journal. Alors, il y a 2 raisons principales. La première, c'est qu'au début, je voulais faire une vidéo facile à faire, que je pourrais faire chaque semaine, sans trop d'efforts. Et finalement, c'est pratiquement ça qui consomme tout mon temps et je mets beaucoup de temps et beaucoup d'efforts à faire ce petit journal, que ce soit le montage ou le script. D'ailleurs, quelqu'un m'a fait remarquer que c'était pas très naturel vu que je lisais un script et que ça serait peut-être sympa que je fasse des vidéos plus familières, donc genre discussion. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que vous êtes nombreux à aimer le script, les transitions, tout ça, mais c'est vrai que ça peut être aussi sympa d'avoir un format un peu plus détente et puis en plus ça me prendrait beaucoup moins de temps à faire, donc ça serait pas mal. Ensuite, il y avait aussi l'idée que ça serait assez simple à faire puisque il y a toujours des sujets d'actualité. Donc il n'y a pas besoin de réfléchir à de nouvelles idées, donc c'est un peu le côté facilité. Même si je me rends compte maintenant qu'il faut faire le tri dans les actualités et que tout n'est pas intéressant et donc il y a beaucoup de contraintes aussi. Et enfin évidemment, je pensais que le meilleur moyen de vous montrer le vrai Japon, le Japon réaliste, quoi de mieux que de suivre l'actualité et de savoir ce qui se passe ici. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce journal. Donc je vous raconte les actualités et puis comme vous le savez maintenant, je rajoute mon expérience personnelle, mon opinion et puis j'essaie de rajouter des choses un petit peu intéressantes pour vous faire découvrir et pour que vous connaissiez mieux le vrai Japon, celui de tous les jours. Hop, je me suis un petit peu déplacé pour la question suivante, donc question de Saapok qui me demande comment je vois la chaîne dans 1 an. Alors c'est une question difficile, j'espère qu'elle aura grandi, j'espère que vous serez encore plus nombreux à me suivre sur ce journal et puis j'espère que j'aurai le temps de développer mon autre chaîne sur Yokohama
où j'aimerais vous faire visiter la ville et vous montrer plein d'endroits sympas. Donc voilà, j'espère que dans un an, la chaîne sera plus diversifiée et que vous serez plus nombreux et que évidemment, ça me permettra aussi d'arrondir les fins de mois et de libérer du temps pour faire plus de vidéos, plus de formats. Ce qui m'amène à une question de Sweet Candy qui me demande si j'ai des idées d'autres formats de vidéos ou si j'ai des objectifs. Alors les objectifs, il n'y en a pas vraiment, comme je viens de le dire, développer ma deuxième chaîne et faire plus de vidéos en extérieur pour vous faire découvrir la ville. Mais pour d'autres formats de vidéos, eh bien, j'ai déjà parlé de faire des interviews de français. D'ailleurs, la dernière fois, vous avez été nombreux à me répondre, mais vous êtes souvent à Kyoto, Osaka, Hokkaido, donc c'est un peu loin. Donc pour l'instant, c'est un peu difficile. Donc j'ai un contact à Tokyo, mais j'ai pas encore eu le temps de le rencontrer. Donc ça, c'est prévu, des interviews de français installées ici. Ensuite, j'aimerais bien faire des lives aussi. Je ne sais pas encore sous quel format. Est-ce que ça sera sur YouTube Live ou est-ce que ce sera sur Twitch? J'hésite encore, mais c'est quelque chose auquel je réfléchis. Et enfin, j'aimerais faire des vidéos dans des restaurants japonais. Voilà, j'y ai déjà réfléchi, mais c'est vrai qu'en étant seul, c'est pas évident. J'ai peur que ça soit un peu ennuyeux. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ce genre de format vous intéresserait? Et puis dites-moi aussi s'il y a d'autres types de formats dont j'ai pas parlé aujourd'hui, mais que vous aimeriez bien voir, essayer. Et une dernière idée, peut-être faire des vidéos un peu plus en mode vlog, vrai vlog. Donc me suivre avec la caméra, me balader dans Yokohama ou faire quelque chose d'intéressant ici et tout filmer sans forcément trop de montage, plutôt naturel. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous intéresserait, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà pour la première partie, on va se déplacer parce qu'il fait très chaud ici, puis surtout je suis debout, c'est pas très pratique. Je vais quand même vous montrer un petit peu le sanctuaire dans lequel je suis et puis on va se retrouver près du Yokohama English Garden pour la deuxième partie. Alors pour cette deuxième partie, on se retrouve près du Yokohama English Garden que vous ne voyez pas, qui est juste en face de moi. Et derrière moi, il y a des maisons d'exposition parce que le jardin est situé dans un parc d'exposition. Donc il y a beaucoup de maisons neuves, de modèles. Voilà, donc je vais répondre maintenant à vos questions sur moi et ma vie au Japon, mes expériences au Japon. Et on commence par une question de Sweet Candy qui me demande si j'ai des anecdotes à raconter, des choses qui me sont arrivées avec des Japonais. Alors, des anecdotes avec des Japonais, j'en ai eu pas mal quand j'étais touriste, quand je voyageais. Mais depuis que j'habite ici, faut bien reconnaître que c'est assez calme niveau anecdotes. Voilà, j'en avais déjà raconté quelques-unes dans d'autres vidéos, notamment celle des Japonais qui parlaient français. Ça m'avait beaucoup étonné. Et sinon, il y a peut-être une anecdote dont j'ai encore jamais parlé sur la chaîne. C'était une fois à Fuji-Q, donc le parc d'attractions près du mont Fuji. On était avec un collègue et on attendait le bus, donc il y a une grande salle d'attente. Et on était debout parce que c'était complet. Et là, il y a une vieille japonaise, une personne âgée, qui s'est levée et qui allait réveiller un jeune qui dormait affalé sur une table et qui lui a dit de se pousser et ensuite qui est venu nous chercher pour qu'on s'assoie là. Donc on n'avait rien demandé à personne, mais bon, c'était vraiment gentil et je m'en souviens encore alors que ça fait plusieurs années, bientôt 10 ans. Voilà, c'est peut-être la seule anecdote dont je n'ai pas encore parlé sur cette chaîne. Elle me demande aussi quels sont mes plats préférés et quels sont les endroits que j'ai préféré visiter au Japon. Alors c'est une question très difficile, mes plats préférés au Japon, il y en a des tonnes. J'adore les okonomiyaki, j'adore le sukiyaki, j'adore les sushis évidemment. Voilà, il y a une liste longue comme le bras, donc je ne peux pas tous les faire, mais j'ai pas un plat préféré au Japon. J'aime beaucoup de plats japonais. Quant aux endroits préférés, évidemment Yokohama, ma ville d'adoption et ma ville de cœur, que j'adore, que je trouve vraiment extraordinaire. Et la vie est très simple, très agréable ici. Ensuite, quand j'étais touriste, j'en ai déjà parlé aussi, mais Kyushu. Kyushu, c'est vraiment particulier. Ça m'a laissé un souvenir vraiment assez différent des autres régions du Japon. Donc Kyushu, c'est l'île la plus au sud du pays. Donc on avait pas mal baladé avec le même pote où on était allé au Fuji-Q. Donc on était allé à Kagoshima, on avait visité Nagasaki, Kumamoto. Et j'étais également allé une autre fois avec ma femme et une de ses amies à Oita. Donc Oita, Beppu, Yufuin sont des endroits très célèbres pour les sources naturelles. C'est très joli, c'est très sauvage, il y a beaucoup de nature.
Donc voilà, c'est un endroit que je recommande particulièrement si vous voulez un peu sortir des sentiers battus. Alors c'est assez touristique, hein, mais il n'y a pas énormément de touristes, en tout cas moins qu'à Kyoto ou qu'à Tokyo par exemple. On passe à une question de Ingrid qui me demande s'il y a de la radioactivité à Yokohama. Alors non, il n'y a pas de radioactivité à Yokohama. Il n'y en avait pas non plus au moment de l'accident nucléaire de Fukushima. En tout cas, si ça avait augmenté, c'était très faible, hein, pratiquement indécelable, et ça a duré seulement quelques heures ou quelques jours. Voilà, il n'y a pas de problème, il n'y en a jamais eu à Yokohama. Il faut dire que Yokohama, c'est à 350 km au sud de Fukushima. Ingrid me demandait aussi par rapport aux catastrophes naturelles si c'est quelque chose qui m'inquiétait. Alors non, pas du tout, parce que quand on est en ville, on est relativement protégé, que ce soit des typhons ou des tremblements de terre. Tous les bâtiments sont ultra solides. Vous connaissez, il y a des normes de sécurité très strictes. Et d'ailleurs, quand il y a eu le grand tremblement de terre en 2011, qui était le plus fort jamais enregistré, eh bien, il y a eu pratiquement aucun dégât matériel et pratiquement aucune victime à cause du tremblement de terre en lui-même. C'est surtout le tsunami qui a causé des problèmes. Alors, de par sa position, Yokohama n'est pas très exposé à un tsunami venant directement de la mer. Donc, je ne m'inquiète pas du tout pour les tremblements de terre et les tsunamis. Voilà. Donc je pense que c'est quelque chose qui existe, hein, je suis préparé, mais c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Miku Mao me demande si ça a été difficile de trouver du travail et si j'ai eu du mal à m'adapter au Japon. Alors pour trouver le travail, j'en avais déjà parlé également, hein, mais ça a été très facile pour moi. J'ai envoyé un mail à une école qui recrutait et j'y travaille toujours depuis 10 ans. Voilà, donc ça a été vraiment simple, hein, mais c'est une question de chance, une question de timing. Donc voilà, pour moi, ça a été assez facile et ça dépend aussi du domaine dans lequel vous travaillez. Maintenant, est-ce que j'ai eu du mal à m'adapter? Non, pas du tout. Je me suis adapté tout de suite à la vie japonaise. Le Japon, c'est un pays qui est très simple à vivre. Il y a beaucoup de règles à respecter, mais tout est bien expliqué, tout est bien indiqué. Un peu trop même, parfois, on nous prend un peu pour des gamins. Il y a des messages qui vous disent attention aux pieds, attention à la fermeture des portes, attention de ne pas oublier vos affaires dans le train. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui font que la vie est très simple ici. Et en tout cas, personnellement, hein, j'ai eu aucun mal à m'adapter à la vie ici. Yacine me demande si j'adore le Japon et s'il y a des choses qui me manquent de France. Donc là, vous le savez par cœur tout le monde, hein, mais évidemment, j'adore le Japon. J'ai déjà fait une vidéo il n'y a pas très longtemps hein, sur pourquoi j'aime toujours autant le Japon, même après y avoir habité pendant 11 ans. Donc si vous ne l'avez pas regardé, je vous mettrai la vignette à la fin. Un peu de pub, ça fait pas de mal. Et concernant la question de savoir s'il y a des choses qui me manquent en France, là aussi, non, rien ne me manque en France, à part éventuellement avoir plus de congés. Mais bon, on fait un choix. Moi, j'ai choisi de faire un métier que j'aime et je peux le faire au Japon. Alors qu'en France, j'avais un métier qui était tranquille, avec beaucoup de congés, mais c'était un petit peu chiant, il faut bien le reconnaître. Et évidemment, ma famille et mes amis, mes filleuls aussi, hein, qui me manquent beaucoup. Surtout maintenant, c'est difficile, hein, que ce soit financièrement ou à cause de la crise sanitaire. C'est difficile pour nous d'aller en France, c'est même impossible, et c'est très difficile, vous le savez tous, hein, pour les Français de venir au Japon. Entre l'augmentation des prix, les visas et tout ça, voilà. Donc voilà, ça va être les deux choses qui me manquent en France. Dernière question perso, Luna me demande comment ça se passe pour mon fils qui est eurasien, hein, donc sa mère est japonaise et moi je suis français. Donc est-ce qu'il a des problèmes? Comment les autres japonais, notamment les enfants, perçoivent ça? Et est-ce que mon fils, lui, se considère plutôt japonais ou plutôt français? Alors mon fils se considère 100% japonais. Il parle seulement japonais, il comprend le français mais il ne le parle pas du tout parce qu'il n'a pas l'occasion. Comme je viens de le dire, c'est difficile d'aller en France et c'est difficile pour les Français de venir. Donc voilà, pour lui il est complètement japonais, il sait qu'il est français hein, un petit peu, mais voilà, c'est dans un coin de sa tête, mais bon pour lui il est japonais. Concernant la réaction des autres personnes, eh bien les autres enfants, il n'y a aucune réaction particulière. En tout cas, il n'y a jamais eu aucun problème. Il est encore petit, hein, il est en grande section d'école maternelle, donc il n'a jamais eu de réflexion, il n'y a jamais eu de problème, il n'a jamais été traité différemment. Et concernant les adultes, eh bien, il faut savoir que les métis, notamment les métis blancs européens, eh bien, sont très bien vus au Japon. Et plus qu'un désavantage, j'ai l'impression que ça sera plutôt un avantage. Voilà, ça va provoquer peut-être la curiosité, l'intérêt et voilà, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Et j'en ai parlé à une collègue qui a 2 enfants donc franco-japonais qui sont très grands, qui sont lycéens et étudiants et ils n'ont jamais eu non plus aucun problème par rapport à leur métissage. Voilà. Donc a priori, pas trop de soucis de ce côté-là. Voilà pour cette deuxième partie. Je vais vous montrer quelques maisons d'exposition, on va promener un petit peu. Et ensuite, on rentrera dans le jardin pour la troisième partie où je répondrai aux questions sur la société japonaise en général.
Alors pour cette troisième partie, on se retrouve au Yokohama English Garden. Vous entendez peut-être le bruit des foulines, ces petites cloches qui font du bruit au gré du vent. Et donc je vais répondre à vos questions en commençant par celle d'Anna qui me demande si par rapport au Covid-19, eh bien, si les médecins japonais sont libres de prescrire les médicaments qu'ils jugent les plus efficaces ou bien s'ils sont limités. Alors moi j'ai jamais eu le Covid, mais j'ai demandé autour de moi, j'ai des élèves qui l'ont eu et ils m'ont dit qu'ils avaient reçu aucun médicament. Voilà. Donc maximum ils avaient reçu des médicaments pour faire baisser la fièvre, mais je pense que c'est un peu comme en France et peut-être que les médicaments spécifiques sont réservés aux cas les plus graves. On enchaîne avec une question de Maxime qui me demande si le fait d'aller boire de l'alcool avec ses collègues après le bureau est quelque chose d'obligatoire au Japon. Alors ça l'est pour beaucoup d'employés, surtout des jeunes employés dans des sociétés japonaises traditionnelles on va dire, mais si tu es français, que tu es étranger, en général tu as un pass et puis même si tu dois y aller, tu peux toujours boire des soft drinks, des boissons sans alcool. Je pense que ça ne posera pas trop de problèmes. Après, ça dépend évidemment du domaine dans lequel tu bosses. Moi, étant prof de français, j'ai pas du tout ce problème. Mes collègues sont français ou des japonais qui parlent très bien français, qui connaissent la culture française. Et donc, même s'il y a des nomikai de temps en temps, ça reste très très rare et c'est complètement facultatif. Donc voilà, si tu n'aimes pas l'alcool, si tu n'aimes pas aller boire des verres avec tes collègues, ne t'inquiète pas. Normalement, ça ne devrait pas être un problème pour toi. Alors j'ai trouvé des chaises de master, donc je me suis installé là pour répondre à la question de Saapok qui me demande s'il y a des jardins ou des potagers partagés à Yokohama ou au Japon. Alors honnêtement, j'en ai jamais entendu parler. Il y a beaucoup de jardins, il y a beaucoup de potagers. Vous en aviez déjà vu dans ma vidéo où je présentais mon quartier, mais est-ce qu'ils sont partagés? Je pense que non. En tout cas, j'en ai jamais entendu. Si quelqu'un habite au Japon et qu'il a déjà entendu parler de jardins ou de potagers collectifs partagés, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Autre question qui m'a été posée par Ginkgo Mel, pas spécifiquement pour cette FAQ, mais je triche un peu parce que la question était intéressante. Et donc elle me demandait si le système de soins japonais était bon et s'il était cher. Alors le système de soins japonais est très bon dans son ensemble. En tout cas, j'ai jamais vu, j'ai jamais lu, j'ai jamais entendu de problème de ce côté-là et j'en ai jamais eu non plus. Concernant les prix, eh bien, la sécurité sociale prend en charge 70% des frais et les frais restants sont en général très bon marché. Voilà. Si vous n'avez pas de graves maladies. Donc, je vais y revenir dans un instant, mais moi, quand je vais chez le dentiste, quand je vais chez le docteur, quand ma femme va prendre des médicaments, ben, en général, on paye 1000 yens, 2000 yens, voilà. Ça reste très raisonnable. Par contre, si vous avez une maladie grave, comme un cancer par exemple, il y a beaucoup de soins qui ne sont pas pris en charge. C'est pour ça qu'il y a des mutuelles complémentaires spécifiques pour le cancer et que la plupart des Japonais, passé un certain âge, souscrivent ce genre de mutuelle. Voilà. Il y a un truc qui coûte cher au Japon dans le système de soins, c'est l'accouchement. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur avoir un enfant au Japon, mais l'accouchement ça coûte quand même pas mal d'argent. Même si une partie est prise en charge, on doit quand même lâcher plus de 3000 ou 4000 euros selon le déroulement de l'opération et le déroulement de l'accouchement. Dernière question de Nas Japan qui me demande combien de jours de congé est-ce que les employés japonais ont en général. Alors ça dépend beaucoup des sociétés et ça dépend beaucoup de l'ancienneté. Donc j'ai demandé autour de moi et en général c'est plutôt 20 jours. Je ne sais pas si c'est la norme, je ne sais pas si c'est la loi, mais beaucoup de Japonais ont 20 jours de congé par an, plus les jours fériés évidemment, et il y en a pas mal au Japon. Voilà, notamment la Golden Week, Obon, le Nouvel An, tout ça. Voilà. Après, le truc, c'est que beaucoup de Japonais ne prennent pas ces jours de congé. Donc, c'est bien beau d'avoir 20 jours, mais souvent, ils sont limités. Ils ne peuvent pas prendre 20 jours d'affilée. Ils sont limités à 2, 3, 4 jours maximum d'affilée. Et bien souvent, ils ne les prennent pas. Voilà. Ensuite, pour revenir donc à l'ancienneté, en général, quand on arrive dans une société, on a un nombre de jours de congé. Et tous les ans, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, je ne sais pas exactement, mais quand on prend de l'ancienneté, eh bien, on gagne des jours de congé. Ce qui fait que les Japonais qui sont employés, qui ont 40, 50, 60 ans, ils ont beaucoup plus de jours de congé que les jeunes employés. Donc voilà, le fait que les Japonais n'aient pas de jours de congé, c'est pas vrai. Il y a des Japonais qui travaillent seulement 40 heures par semaine, voire 35 heures par semaine, et qui ont beaucoup de congés, mais c'est plutôt des gens qui sont dans la boîte depuis assez longtemps. Voilà pour cette troisième FAQ, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit merci, c'est sous la vidéo, vous avez l'habitude maintenant. J'espère que ça vous aura intéressé, que c'était pas trop long. Moi, je vous donne rendez-vous dans 10 jours pour le prochain petit journal du Japon. Il n'y en aura pas cette semaine, vous le savez. Allez, salut à tous!